Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aborder dans cette dernière série de petites vidéos le sixième point qui a été annoncé dans le programme de réflexion sur la question de l'enracinement. Il ne s'agit bien sûr pas ici de réponses définitives sur cette question, mais des dernières perspectives, conclusions que je vous propose à la suite de ce que nous avons pu voir ensemble jusqu'alors. Nous n'avons cessé de montrer la tension qui était au cœur de cette question de l'enracinement. S'il apparaît comme un besoin et une réponse au déracinement propre à nos sociétés contemporaines, il met pas sans danger et masque derrière son aspect bien souvent séduisant des discours de repli, d'exclusion qui semblent bien souvent inacceptables, ne serait-ce que d'un point de vue éthique. Derrière la critique du déracinement se trouve sous des formes diverses une critique de la modernité qui a construit une pensée de l'homme comme être abstrait, comme un sujet hors sol. Certes, cette pensée de l'homme abstrait peut paraître séduisante. Elle est finalement celle de l'homme nomade qui pourrait être partout chez lui, mais qui en fait n'y est nulle part, qui est soumis au flux de la production et de la circulation des biens et des personnes, sans attache, sans ancrage et sans lieu propre. Tels sont les travers d'une globalisation dont nous ne cessons d'expérimenter les effets pervers. Contre ceci, il faut rappeler qu'un tel homme est donc bien une pure abstraction, que l'existence réelle, qu'une existence authentique suppose un enracinement dans un sol ou dans un territoire à partir duquel nous existons. L'époque que nous traversons rend encore plus séduisant ce discours de l'enracinement. Et l'on voit bien la nécessité de réduire cette circulation, ne serait-ce que parce que la fermeture des frontières nous est rapidement apparue comme une nécessité face à la crise que nous traversons, aussi bien pour limiter la circulation du virus que pour retrouver une forme d'indépendance dans la production des biens qui nous sont nécessaires. D'un point de vue individuel également, on voit fleurir tout un ensemble de journaux, de conseils, et la philosophie n'est pas en reste sur ce point, tout ensemble de journaux donc, et de conseils rappelant la nécessité et les bienfaits du chez-soi, comme lieu dans lequel il s'agirait de se retrouver, de se protéger face à la dispersion du monde contemporain. Pourtant, la réalité ne peut se réduire à cette opposition aussi simple. En effet, l'expérience du chez-soi, tout d'abord, est loin d'être pour tous ce que tous ces discours racontent. Ne serait-ce que parce que pour être telle, elle suppose certaines conditions économiques et sociales. En outre, d'un point de vue collectif, nous saisissons bien que le dépassement de la crise que nous traversons ne pourra se faire qu'à travers des logiques solidaires de coopération. Ainsi, si derrière la critique de l'enracinement se cache une critique de la modernité, le risque est que cette critique s'accompagne d'un rejet de ce que la modernité a pu nous apporter comme fondamental, à savoir l'idée de l'homme comme sujet de droit et par conséquent l'idée d'une égalité de droit et une égalité en droit et en dignité de tous les sujets. Et c'est bien même cette idée qui est battue en brèche. Ainsi, si derrière la critique de l'enracinement se cache une critique de la modernité, le risque est que cette critique de la modernité s'accompagne d'un rejet de ce que justement la modernité a pu nous apporter comme fondamental, à savoir l'idée de sujet de droit, l'idée de l'homme comme sujet de droit, et par conséquent l'idée d'une égalité en droit et en dignité de tous les sujets. Et c'est bien cette idée même qui est battue en brèche dans les critiques du déracinement que nous avons pu voir. C'est, en d'autres termes, pour faire référence à une conférence précédente, c'est en d'autres termes ce que Lévinas condamne, comme nous avons donc pu l'exposer, dans les positions de ceux qu'il nomme les heideggeriens. Le privilège donné au sol, qui sépare l'humanité en autochtone et en étranger, peut s'accommoder, et s'accommode très bien d'ailleurs, d'une logique d'exclusion.
Plus dangereux encore, montrait-il, que les travers de la modernité se trouve en cause la remise en cause de tout humanisme qui préfère au secret des hommes le secret des choses. Il demeure donc une autre vertu de la modernité, nous faire découvrir pleinement la fragilité humaine, sa vulnérabilité. Et c'est toute la réflexion qu'il nous proposait sur le visage. Et là encore, c'est bien l'expérience, d'ailleurs, que nous sommes en train de vivre de manière assez insupportable. Cette nudité dans laquelle nous sommes, là où nous pouvions nous penser comme des sujets conquérants. Et il n'est pas à douter que les destructions de la planète dans lesquelles nous sommes engagés vont nous faire découvrir d'autres aspects de cette vulnérabilité dans les temps à venir. Néanmoins, s'il s'agit alors de penser cette fragilité, si la modernité, comme nous le dit Lévinas, est cette occasion de nous amener à penser la fragilité humaine et cette vulnérabilité, cette nudité, force est de constater que cette fragilité est plus grande encore lorsque l'individu n'est protégé par aucun droit. Tel est le cas de tous ces déracinés que sont l'exilé, le migrant, l'apatride, le sans-papier, le sans-domicile fixe, etc. Or, avoir des droits exige en premier lieu d'être inscrit dans une communauté politique qui garantit ces droits. Et c'est bien là la fonction des États modernes qui se définissent par la souveraineté qu'ils exercent sur un territoire donné et ces États modernes qui garantissent alors la protection des citoyens sur ce territoire. Dès lors, un certain type d'enracinement n'est-il pas nécessaire comme condition pour prendre en compte la fragilité humaine? Comment alors le penser là où derrière, comme nous avons pu le montrer, la pensée de l'enracinement se cachent bien souvent les dangers que nous avons pu dévoiler? Voilà la question que je voudrais essayer de poser avec vous aujourd'hui. L'idée selon laquelle il n'y a d'existence dignement humaine qu'à partir du moment où un individu est inscrit dans une communauté politique peut se constater assez aisément. Il suffit pour ceci d'observer les situations dans lesquelles se retrouvent les exilés, les migrants, les sans-papiers, les individus sans domicile fixe, quand bien même seraient-ils dans des États dans lesquels les droits de l'homme, comme principe sacré et inaliénable, sont reconnus. C'est ce que Arendt souligne lorsqu'elle s'attache à analyser les raisons qui ont pu, ou les conditions plutôt, qui ont pu conduire à l'émergence des systèmes totalitaires au XXe siècle. Quel rapport? Simplement que ces systèmes totalitaires sont des systèmes dans lesquels, pour reprendre l'expression qu'elle utilise, les hommes étaient devenus superflus. Cette superfluité humaine, on la constate tout simplement à partir du moment, nous dit Arendt, où on peut éradiquer de la surface de la planète toute une partie de l'humanité en considérant qu'elle n'y a pas sa place et qu'elle n'appartient pas à cette humanité. Ce que on voit par excellence dans ce qui apparaît comme les laboratoires, nous dit-elle, des systèmes totalitaires, à savoir les camps, dans lesquels des individus sont proprement dépossédés de leur propre existence, à un point tel qu'ils sont dépossédés même de leur propre mort. Cette situation, qu'elle qualifie dans un terme bien précis, qu'elle appelle situation de désolation, qui correspond à ce qu'elle appelle aussi une forme d'acosmisme, de perte du monde. La désolation n'est pas à comprendre comme une forme de solitude. Dans la solitude, je peux encore échanger avec moi-même, je peux encore dialoguer avec moi-même. Dans la désolation, je n'entretiens même plus aucun rapport à moi-même, je suis proprement déshumanisé. Alors, quelles conditions ont été réunies pour qu'on puisse en arriver à une telle situation? C'est-à-dire à une situation qui faisait que les individus, des êtres humains, n'étaient plus du tout protégés par ces droits de l'homme qui sont posés comme sacrés et inaliénables. Bien, la thèse d'Hannah Arendt va être de montrer que, à partir du moment où des individus n'ont plus un ancrage dans un État qui les protège à partir de droits de citoyens, la notion de droit de l'homme devient totalement vide. Je commence par vous lire un petit texte précisant ceci.
Elle nous dit « La conception de droits de l'homme, fondée sur l'existence reconnue d'un être humain comme tel, s'est effondrée dès que ceux qui s'en réclamaient ont été confrontés pour la première fois à des gens qui avaient bel et bien perdu tout le reste de leur qualité ou de leurs liens spécifiques, si ce n'est qu'ils demeuraient des hommes. Le monde n'a rien vu de sacré dans la nudité abstraite d'un être humain. » Le monde n'a rien vu de sacré dans la nudité abstraite d'un être humain. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que pour que cette nudité, c'est-à-dire cette fragilité de l'homme, soit prise en compte et reconnue comme sacrée, autrement dit, pour que les droits de l'homme aient un sens, encore est-il nécessaire que les individus soient reconnus comme appartenant à une patrie. C'est-à-dire que, on prend ce que je disais il y a quelques minutes, Arendt nous montre ainsi comment peu à peu cette superfluité de l'homme des systèmes totalitaires va être rendue possible. Et elle va être rendue possible quand les États-nations modernes se sont retrouvés à ostraciser des populations entières. Alors, par exemple, elle mène cette analyse par rapport à la question de l'antisémitisme, parce qu'elle s'attache à essayer de récuser l'idée, pour rendre compte de l'antisémitisme du XXe siècle, en particulier dans le régime nazi, elle s'attache à récuser la référence à une forme d'antisémitisme éternel. Ce qu'elle veut s'attacher à comprendre, c'est comment un certain type d'antisémitisme a pu se déployer à ce moment-là donné de l'histoire. Non pas en proposant une explication causale, mais en s'attachant à essayer de comprendre comment les conditions de possibilité ont été réunies pour que ceci advienne. Eh bien, parce que, avec le développement de l'impérialisme au XIXe siècle, les États-nations vont peu à peu développer, multiplier des populations apatrides, donc qui sont posées comme n'appartenant plus à aucun État propre, et qui, de ce fait-là, vont être dénuées de tout droit. Comment ceci? Parce que les États modernes, qui apparaissaient comme ceux qui garantissaient les droits des sujets, vont développer petit à petit des logiques d'exclusion puis de destruction. Il ne faut pas oublier que, et c'est une des questions qu'elle pose de manière centrale dans son texte « La politique a-t-elle encore un sens ?», que les drames qui ont pu se déployer au XXe siècle ont été la production d'États modernes. Nietzsche, déjà en son temps, lorsqu'il parlait des États modernes, faisant référence implicitement à la figure de l'État moderne monstrueuse chez Hobbes, le Léviathan qui est là pour faire, par la crainte, respecter les lois, parlait à propos des États modernes des plus froids des monstres froids, c'est-à-dire ce que certains États modernes vont être capables de produire au XXe siècle, à savoir des logiques d'extermination, des logiques de destruction. C'est bien, nous dit Arendt, par exemple, les États modernes qui ont été capables de produire les conditions de possibilité de destruction de la planète avec la création de la bombe atomique. Alors, comment ces États modernes, petit à petit, vont produire des logiques d'exclusion et de destruction? Elle montre très bien qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle, les Juifs prenaient part à l'Asie européenne. Mais que quand, petit à petit, les monarchies ont pu développer des États-nations, les Juifs de cour se sont retrouvés à financer les princes, là où la bourgeoisie estimait que c'était improductif de faire de tels investissements. Note d'ailleurs qu'à la Révolution française, une égalité des droits leur est reconnue. Mais, justement, peu à peu, puisque les Juifs vont être assimilés au pouvoir de l'État, peu à peu, quand des classes de la société vont rentrer en conflit avec l'État, ces classes-là vont développer une forme d'antisémitisme, considérant que les Juifs étaient le groupe social représentant l'État. À ceci va s'ajouter, qui va prendre un rôle accélérateur, va s'ajouter le développement de l'impérialisme au XIXe siècle. C'est-à-dire que l'expansion économique de l'impérialisme du XIXe siècle va rentrer en contradiction avec les principes politiques des États-nations. Pourquoi? Parce que l'impérialisme consiste à étendre les mêmes lois à travers des nations différentes, des nations qui sont conquises. Or, l'État-nation
considère que les lois ne s'étendent qu'à l'intérieur même d'une nation. Ce qui fait qu'on va assister, par exemple, dans des pays colonisés, on va assister à des doubles codes. Le code indigène, par exemple, et la loi nationale. Double codes qui peuvent rentrer totalement en contradiction. Ce qui fait que des populations entières se retrouvent à ne pas être reconnues juridiquement par les États-nations. Ce mouvement, nous dit-elle, va se poursuivre après la Première Guerre mondiale, qui, suite à un redécoupage des territoires, va voir émerger des populations apatrides et des minorités. En quelque sorte, puisque les nations n'occupaient plus des territoires continus et habités par des populations homogènes, beaucoup d'individus vont se retrouver en dehors de leur propre pays. Par exemple, on connaît la destinée des Sudètes et les conséquences que cela a pu avoir. Cette contradiction va avoir une conséquence pratique que j'évoquais pour commencer. Les droits de l'homme ne furent plus alors considérés comme pouvant protéger les individus qu'en tant qu'ils avaient des droits nationaux. Des individus donc se retrouvèrent peu à peu sans droit, ce qui préparera les États, nous dit-elle finalement, je fais une présentation rapide ici, mais préparera les États à une situation que Hitler va résoudre radicalement en supprimant ces hommes que plus aucun droit ne protégeait. En quelque sorte, accueillis nulle part, apatrides, n'existant ni pour eux-mêmes ni pour les autres, des individus se retrouvèrent privés de monde, pire que des hors-la-loi pour lesquels la loi existe encore. On se retrouve donc à constater, par ce petit détour ici, que là où des individus ne sont plus ancrés dans un territoire qui leur garantit des droits de citoyens, la notion de droit de l'homme, pour eux, devient absolument vide et n'est plus du tout en mesure de les protéger. Que les droits de l'homme n'existent effectivement que pour des êtres inscrits dans une communauté politique particulière et non des êtres abstraits. Donc, dans ces conditions, plus aucun droit, lorsque les individus ne sont pas inscrits dans une communauté politique particulière, plus aucun droit ne protège ces individus qui se retrouvent à ne plus appartenir de fait à l'humanité. C'est ici, après ce petit détour par Hannah Arendt, le malheur de tout ce que nous avons désigné à travers ce terme de sans abri, sans domicile fixe, sans papier, c'est-à-dire ces êtres proprement déracinés au sein d'un monde où ils n'occupent aucune place. Dès lors, la prise en compte de la fragilité semble bien exiger l'inscription de tout individu dans une communauté politique, c'est-à-dire un enracinement. Quel sens dès lors donner à ce terme ?